Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les musiciens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Mathieu Boucher, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du balado Le musicien stratégique. Dans cet épisode, on plonge plus concrètement dans tout ce qui touche à l'autorégulation, mais je dirais surtout qu'on replonge puisque dans l'autorégulation, on trouve beaucoup d'éléments dont il a déjà été question sur ce podcast, mais avec une autre nomenclature. Le podcast a beau s'appeler le musicien stratégique, il pourrait aussi s'appeler le musicien autorégulé ou la musicienne autonome. Et oui, le podcast pourrait s'appeler la musicienne autonome, même si c'est moi qui parle, parce que contrairement à ce que j'ai déjà vu dans des publicités pour mes conférences, le musicien stratégique, ça a toujours été pour moi un concept. C'est comme The Bulletproof Musician ou l'investisseur avisé. C'est général et non pas un surnom que je me suis donné moi-même en parlant de moi à la troisième personne. L'animateur de ce podcast n'est pas rendu à ce point pédant. L'animateur de ce podcast croit visiblement que le fait de se parler tout seul peut intéresser des milliers de personnes sur la planète, mais il demeure une divinité accessible par courriel. Bien évidemment. Revenons à nos problèmes de pauvres mortels. Dans l'épisode précédent, on a vu que l'autorégulation se manifeste surtout à travers les cycles d'apprentissage qu'on fait tous. En fait, c'est ce qu'on pense et ce qu'on fait avant, pendant et après n'importe quel effort d'apprentissage. Dans le cas des musiciens ou des musiciennes, ça va de la préparation complète d'un programme pour un concert ou une audition jusqu'à l'infiniment petit quand on répète un enchaînement rapide de 2 notes et parfois même une seule note. Et on a vu aussi que pour chaque cycle, on a le choix entre faire un grand pas vers l'avant en réfléchissant activement ou simplement à faire un minuscule pas en avant, pour ne pas dire du surplace, en écoutant chanter les criquets dans notre tête, ou un équivalent de se dire « mon professeur ou ma professeure me dira quoi faire au prochain cours ». Dans cet épisode, on va parler de ce qu'on appelle les processus cognitifs liés à l'autorégulation, soit les actions mentales, entre guillemets, qu'on fait lorsqu'on travaille de façon autonome. Et le prochain épisode va être consacré à ce qu'on appelle les croyances motivationnelles, donc les éléments plus liés aux sentiments et à la motivation. Commençons par un petit retour sur les 3 phases. Donc, l'apprentissage autorégulé est un processus cyclique divisé en 3 phases qu'on appelle la prédétermination, le contrôle délibéré de l'exécution et finalement l'autoréflexion. Pour simplifier le tout, on va parler tout simplement de la phase avant, pendant ou après l'effort d'apprentissage. La phase de prédétermination précède la tâche à accomplir et porte spécifiquement sur sa préparation, et on parle même de préparation lorsqu'il est question de jouer 2 notes. La deuxième phase, celle qu'on appelle le contrôle délibéré de l'exécution, se déroule pendant l'exécution de la tâche et joue donc par conséquent évidemment un rôle sur les résultats et la qualité de l'apprentissage en cours, puisqu'évidemment c'est là qu'on met en pratique ce qui se passe dans notre tête, ce qui s'est passé en fait dans notre tête pendant la première phase. Et enfin, la troisième phase, qu'on appelle l'autoréflexion, concerne la réaction de l'apprenant face aux résultats observés, donc après avoir joué pour un musicien ou une musicienne. Et c'est là que ça devient très intéressant puisque cette troisième phase complète le cycle d'autorégulation et se trouve à influencer, voire même à être parfois confondue avec le retour à la première phase du cycle. Je vous donne un exemple. Je sors ma guitare de l'étui, je m'assois, j'essaie de m'accorder et je réalise que j'ai une guitare dans les mains et, comme le dit le dicton, un guitariste passe la moitié de sa vie à s'accorder, l'autre moitié à jouer faux. Je réalise que je ne serai jamais vraiment accordé, je dépose la guitare et je m'en vais finalement sur Netflix. Je blague. Cette fois-ci, le vrai exemple. Je sors ma guitare de l'étui, je m'assois, je regarde ma partition et je décide de jouer les mesures 8 à 16 de ma pièce, très lentement, en pensant à ma sonorité. Ça, c'est le avant. Je joue les mesures 8 à 16 lentement en pensant à ma sonorité. Ça, c'est évidemment le pendant. J'arrête de jouer et je me dis que ma sonorité était finalement correcte, mais qu'on n'entendait pas assez la mélodie. Ça, c'est le après. Et je me dis que je vais recommencer en jouant un peu plus rapidement les mêmes mesures en faisant ressortir la mélodie. À ce moment-là, je prends une décision, jouer plus rapidement en pensant à la mélodie, qui découle de l'évaluation de mon jeu, mais qui se transforme en quelque sorte en objectif pour démarrer l'essai suivant, donc le cycle suivant.
Si jamais je n'ai pas été assez clair là-dessus depuis le début, chaque répétition qu'on fait dans le studio de travail ou encore chaque fois qu'un élève commence à jouer pendant la leçon, parce qu'évidemment tout ceci s'applique pour les enseignants, les enseignantes aussi, on a un cycle d'autorégulation puisqu'on a évidemment un avant, pendant et après la séquence de jeu. Si j'écoutais une de mes élèves répéter en faisant ce que j'ai décrit plus haut, donc choisir un passage particulier, un élément sur lequel porter son attention et que je l'entendais réfléchir sur la mélodie pour puis recommencer en adaptant son tempo, je serais assez content puisqu'on a la preuve que la musicienne réfléchit activement au fil de ses répétitions. Cela dit, ça peut aussi être je prends ma guitare, je sors la partition, je joue jusqu'à temps que je me trompe, je recommence en jurant, etc. La présence de processus d'autorégulation ne veut pas dire que l'autorégulation est efficace, puisque pour chaque élément qu'elle contient, la recherche a bien décrit comment les musiciens ou les musiciennes efficaces, donc le terme que je vais utiliser à partir de maintenant, et je ne dis pas musicien ou musicienne autonome, puisqu'on travaille tout seul, on travaille tous seuls, en fait, qu'on soit efficace ou pas. Donc, la recherche a décrit comment les musiciennes et les musiciens efficaces ou peu efficaces réfléchissent ou agissent lors de chacun des processus cognitifs. Chaque phase du processus cyclique d'autorégulation repose sur des procédés cognitifs et motivationnels spécifiques qui permettent d'en maximiser l'efficacité. Je vais donc maintenant vous décrire les procédés cognitifs, donc les actions mentales liées à chaque phase du cycle d'autorégulation. La première phase, soit la prédétermination, nécessite entre autres la fixation d'objectifs et la planification des stratégies pour les atteindre. Donc, 2 processus cognitifs importants. Réglons assez rapidement le sujet de la planification des stratégies, qui réfère évidemment à peu près tout le contenu de ce podcast. Des stratégies, il y en a beaucoup. Et au-delà de l'idée de montrer les bonnes stratégies, il y a une réflexion plus fine à avoir. Il n'y a pas une seule bonne méthode au singulier pour répéter. Si c'était le cas, mon podcast se serait arrêté après l'épisode 1 ou 2 puisque je vous l'aurais donné, cette méthode, et ça s'arrêterait. Mais c'est pas ça, là. Il y a de bonnes stratégies dans certaines situations qui vont s'avérer mauvaises dans d'autres situations. De la même façon, une stratégie X va avoir un effet X, et l'inverse de la stratégie va avoir un effet inverse. L'important, c'est de comprendre quels effets ont les différentes stratégies à notre disposition et choisir la stratégie en fonction de l'effet qu'on veut. C'est certain qu'on doit éviter de jouer tout à un tempo trop rapide et accumuler les erreurs pendant l'apprentissage d'une pièce. Mais quelques jours ou quelques semaines avant une prestation importante, il faut s'entraîner à enchaîner la pièce et retomber sur nos pattes si on constate une erreur. Donc, à un certain moment de l'apprentissage, il faut vraiment réagir efficacement par rapport aux erreurs, mais vers la fin, la dernière étape de la préparation pour la scène, c'est en fait s'entraîner à ignorer nos erreurs et à retomber sur nos pattes. Je vous avais parlé de l'effet, dans un épisode précédent, je vous avais parlé de l'effet d'interférence contextuelle, soit se mêler volontairement pour mieux apprendre. Je crois que c'est de mémoire, c'était l'épisode 6 ou 7, si je me souviens bien. C'est une stratégie vraiment efficace sur le long terme, mais que je déconseille absolument si vous devez remplacer un musicien au pied levé et que vous avez 24 heures pour travailler quelque chose. Dans ce cas-ci, il faut répéter par bloc, puisque c'est ce qui fonctionne le mieux à court terme. C'est pour ceci, d'ailleurs, que j'aime tant faire des séances de coaching individuel. Et là, je vous promets que ceci est à 75% pertinent pour l'épisode et 25% du placement publicitaire pour mon service de coaching individualisé. On a à notre disposition plein de stratégies, mais il y a aussi plein de paramètres à considérer pour maximiser l'efficacité de notre travail. Est-ce que c'est pour une audition d'orchestre? Est-ce que c'est pour un concert solo? Est-ce que c'est pour une pièce de musique de chambre? Combien de temps on a devant nous? À quel niveau d'apprentissage est-ce que les pièces sont rendues? Et ce sont tous ces paramètres-là qu'on doit considérer pour identifier les meilleurs moyens d'avoir les meilleurs résultats possibles dans le laps de temps dont on dispose. Donc, une personne qui fait appel à mes services de coaching individualisé, un musicien ou une musicienne efficace va savoir quelles stratégies sont les plus pertinentes pour atteindre le but souhaité. Maintenant, on va justement parler de la notion de but et d'objectif, mais avant,
je ne prendrai pas trop de votre temps pour discuter de ce que font les musiciens ou les musiciennes peu efficaces en matière de planification de stratégie. C'est simple, ils ou elles n'ont que quelques stratégies à leur disposition et des stratégies qu'ils utilisent sans aucune réflexion. Jouer une pièce d'un bout à l'autre en augmentant graduellement la vitesse métronomique va un jour amener au résultat final. Ça va fonctionner, mais après, combien de temps? Combien de temps et d'efforts seront perdus en utilisant cette stratégie peu efficace? Très souvent, on arrive au résultat final, oui, mais on arrive parfois au résultat final complètement écœuré de jouer la pièce. Parlons maintenant des objectifs. Il semblerait que les musiciens ou les musiciennes considérés efficaces hiérarchiseraient les objectifs poursuivis et les organiseraient de façon séquentielle en fonction de leur faisabilité. Donc, ils ou elles ont une série d'objectifs quotidiens, hebdomadaires et à long terme, donc plusieurs niveaux d'objectifs, avec en plus une séquence, un plan pour les atteindre au fil du temps. Comme un jeu vidéo qui se complexifie à mesure qu'on progresse, mais c'est vous, le ou la game designer, qui définissez ce que chaque tableau du jeu va comporter. J'ai un bel épisode là-dessus et vous pouvez aussi télécharger un guide pour créer une telle planification dans la section ressources de mon site web musicienstratégique-sans-accent.com. En ayant une planification détaillée pour nos objectifs, en sachant à peu près où on devrait être rendu dans cette liste d'objectifs à certains moments clés de l'apprentissage, la réussite des sous-objectifs hiérarchisés qu'on peut justement voir de façon tangible avec une planification détaillée. Donc, la réussite tangible des objectifs offrirait au musicien ou à la musicienne efficace un vrai aperçu du cheminement de l'apprentissage et surtout, ça répond à la question « Est-ce que ce que je fais en ce moment fonctionne? » Donc, une belle preuve d'efficacité ou peut-être, malheureusement, du manque d'efficacité de nos stratégies. Et ça, on veut le savoir. Si ça ne fonctionne pas, j'aime mieux le savoir maintenant plutôt que de paniquer 3 semaines avant mon concert. À l'inverse, sans planification détaillée, on se trouve à dépendre en quelque sorte des autres, donc on a absolument besoin d'une rétroaction externe pour mesurer notre progression. On a besoin que notre prof nous dise « tu as vraiment progressé ». C'est tellement une grande injustice pour nous les musiciens et les musiciennes qu'autant d'efforts à répéter génèrent parfois des améliorations tellement subtiles d'une journée à l'autre qu'on ne le perçoit pas. Et c'est là que la planification aide, soit en faisant en sorte qu'on constate clairement, peut-être seulement sur papier, mais au moins sur papier, peut-être sur un document électronique, qu'on a avancé dans nos objectifs. L'autre avantage d'une planification efficace, et là je sors un petit peu du sujet de l'autorégulation, c'est de limiter ce qui est appelé en psychologie la fatigue décisionnelle. C'est un sujet à part entière que je vous invite à explorer. Très intéressant d'appliquer ces principes-là, ce qu'on sait sur la fatigue décisionnelle dans nos vies. Mais savoir que prendre des décisions, même les plus simples, prendre des décisions, c'est très coûteux pour le cerveau sur le plan énergétique. Et en répétant, on est constamment en train de prendre des décisions. Cela dit, avec une planification claire, avoir une planification claire, en fait, nous permet d'entreprendre notre travail chaque jour avec, oui, une preuve claire qu'on a avancé, mais aussi une liste d'objectifs qu'on peut suivre aveuglément, entre guillemets, puisqu'on aura fait le travail de décision en amont de ce travail. Avec ce qu'on vient d'aborder, un musicien ou une musicienne efficace a une map ou une marche à suivre pour apprendre son répertoire ou même travailler une série d'exercices, de traits d'orchestre, etc. Donc, l'aspect séquentiel dont j'ai parlé plus tôt. J'ai aussi dit que les musiciens ou les musiciennes efficaces devaient aussi hiérarchiser leurs objectifs. Pour expérimenter ceci, je vous propose un exercice que tout le monde déteste faire, évidemment, puisque c'est un peu inconfortable, mais qui aide vraiment ensuite. En fait, pour moi,
Cet exercice illustre bien un beau principe pédagogique qui est que la très bonne pédagogie implique parfois d'avoir raison à retardement. C'est un peu du brocoli pédagogique. Faites-le maintenant et vous verrez les effets positifs plus tard. J'ai abordé l'exercice de la pointe de tarte discuté dans l'épisode Motivation avancée et on devrait l'appliquer ici. Admettons que vous avez un ensemble de pièces ou de traits d'orchestre à travailler. Sur un total de 100, quel pourcentage accordez-vous à chacun de ces traits ou chacune de ces pièces-là en termes de défi? Si vous devez apprendre 10 traits d'orchestre et que vous vous dites c'est facile, 10% chacun, je ne pense pas que ça reflète la réalité. Tout comme si vous apprenez 4 pièces, vous ne devriez pas vous dire c'est facile, 25% sur chaque pièce. Les pièces ou les traits d'orchestre ne sont certainement pas de difficulté égale. Alors, combien de points, de pourcentage souhaitez-vous accorder à chacun? Faire cet exercice est un peu inconfortable puisqu'on voudrait donner 100% de notre attention à tout, mais c'est impossible. Vous devez prendre cette décision à l'avance puisque dans la vraie vie, vous allez devoir diviser votre énergie et votre temps de travail entre vos différents projets de pièces. Donc, le pourcentage choisi pour chacune peut devenir le temps de votre semaine qu'on y consacre. Peut-être que l'exercice va vous amener à réaliser que vous avez trop de grosses pièces dans votre répertoire. Je le répète, c'est un exercice inconfortable au début. Ça peut être modifié en cours de route, tant mieux. Ça voudra dire que vous réfléchissez et que vous vous adaptez, mais c'est certainement moins inconfortable que de constater à 3 semaines d'une prestation qu'une pièce est vraiment moins prête que les autres. Parfois, c'est une pièce et parfois aussi, malheureusement, il y a une pièce beaucoup trop difficile dans le répertoire qui engouffre le temps qu'on devrait passer sur les autres. Donc, cet exercice de priorisation, ça sonne plus sérieux que la pointe de tarte, peut ensuite guider la répartition de nos efforts entre nos pièces et s'assurer de garder un équilibre, non pas une égalité entre nos pièces, mais bien que nos efforts vont s'accorder avec le niveau de difficulté de chaque pièce. Donc, voilà pour la première phase. C'était un brin long et je m'en excuse, mais j'ai justement priorisé la première phase puisqu'elle a un effet assez important sur les deux suivantes. Plus nos objectifs sont clairs et précis au départ, plus les phases suivantes vont bien se dérouler. Deuxième phase. Pour les musiciens, la deuxième phase concerne surtout ce qui se passe pendant qu'on joue. La préparation, donc le avant, est importante et on verra plus tard que notre réaction à ce qu'on a joué, donc le après, est aussi importante, mais c'est vraiment ce qui se passe durant la deuxième phase qui est le cœur du cycle d'autorégulation. Les procédés cognitifs associés à cette phase visent à maximiser les résultats de l'exécution de la tâche, entre autres grâce à une gestion efficace de l'attention. Et on va explorer 2 procédés cognitifs en particulier, soit l'autosupervision et l'autodidaxie. L'autosupervision, c'est la capacité du musicien ou de la musicienne à s'écouter de façon critique pendant le jeu. Une bonne autosupervision implique de savoir sur quoi poser notre attention et c'est ici que les objectifs préparés à l'avance peuvent nous aider. Lorsque vous êtes en train de jouer et que vous repensez à un commentaire de votre prof, vous êtes en train de vous autosuperviser. C'est un processus que je trouve fascinant puisque d'abord, il est essentiel pour la suite. C'est pendant le jeu qu'on récolte les informations nécessaires pour s'auto-évaluer ensuite, mais c'est aussi pendant le jeu qu'on peut s'ajuster si on n'est pas satisfait. Ces petits ajustements-là, qu'on fait automatiquement bien souvent, sont tout le temps présents dans les prestations des grands musiciens et des grandes musiciennes. L'auto-supervision, en fait, serait un des éléments clés qui distinguerait les apprenants efficaces de ceux considérés comme moins efficaces. Cela dit, c'est aussi tout un défi de s'écouter de façon critique pendant qu'on joue puisque les 2 tâches sont très exigeantes pour le cerveau et il est normal d'en perdre des bouts pendant le jeu. On est trop occupé à jouer et forcément, notre attention loupe de petits ou parfois de gros détails. Et on va justement reparler de tout ça dans un prochain épisode sur la rétroaction par vidéo et en quoi la vidéoscopie vient atténuer ce problème. L'autre
processus cognitif important de cette deuxième phase est aussi le plus controversé chez mes étudiants et mes étudiantes. Quand j'en parle, j'ai des sourires gênés et on me propose tout le temps la même alternative qui ne fonctionne pas. Ce processus, c'est ce qu'on appelle l'autodidaxie. L'autodidactie? T'es comme Thérèse? S comme Sylvain. Non pas l'autodidactie, OK. avec un T, le fait d'apprendre par soi-même, mais l'autodidaxie, avec un X, le fait de se parler tout seul. Ah, comme Sylvain. Ben là, Soit dit en passant, animer un podcast, c'est beaucoup d'autodidaxie. Comme Sylvain. arrête. Oh, l'inconfort. Comme Sylvain. Wow, merci tout le monde. Je dois me parler tout seul comme le gars louche que j'ai vu dans le métro ce matin. Sylvain? Et oui, OK, c'est beau. là. du moins dans le studio de travail. Peut-être que vous aurez déjà deviné l'alternative qui ne fonctionne pas qu'on me propose tout le temps. Est-ce que je peux juste le dire dans ma tête? Eh bien non, en fait oui, vous pouvez, mais c'est beaucoup moins efficace. Prenons un exemple. Avez-vous déjà eu une bonne idée pour quelque chose que vous avez ensuite trouvé très difficile à expliquer à quelqu'un d'autre? C'était une idée géniale dans votre tête, mais quand vient le temps de l'expliquer à un ami, tout d'un coup, l'idée n'est pas aussi bonne ou elle n'est pas aussi claire qu'on pensait. Nos pensées peuvent coexister dans notre cerveau, un peu comme ce que les Anglais appellent une mind map, un graphique avec plein d'idées reliées entre elles sur papier. Donc, quand on parle à quelqu'un ou qu'on écrit, on doit prendre ce ramassis d'idées et les mettre en ordre pour les exprimer. Il faut décider quoi dire en premier, quoi dire en deuxième, etc. Et c'est là souvent que la difficulté arrive pour expliquer notre idée géniale. Donc, dans le studio de travail, le fait de jouer et de dire à haute voix ce qu'on veut, un peu comme le font parfois les profs pendant qu'on joue, le fait aussi de répéter à haute voix, de dire à haute voix les étapes pour bien réussir un passage difficile, et tout de suite après avoir joué, le fait de dire à voix haute ce qu'on pense de ce qu'on vient de jouer et ce qu'on fera ensuite, nous oblige à choisir parmi, encore une fois, le ramassis d'idées qu'on aura eu pendant, avant et après le jeu, parmi ces idées, donc, lesquelles sont les plus importantes à exprimer, lesquelles on doit formuler en mots. On dit souvent à tort, selon moi, qu'une pensée claire s'exprime bien. Je préfère ce qu'on dit souvent de l'écriture, c'est-à-dire qu'une pensée se clarifie à travers l'écriture, donc à travers la nécessité de l'exprimer. Si vous êtes gêné de le faire, chuchotez-le ou dites-le doucement, mais ça vaut la peine. La priorisation des idées que ça implique va amener forcément une priorisation du travail en général. Et bon, en fait, les musiciens ou les musiciennes efficaces utiliseraient l'autodidaxie de façon plus systématique pendant l'apprentissage. En fait, ça leur permettrait de concentrer plus facilement leur attention, par exemple en énonçant chaque étape d'une procédure, et d'autre part, de maintenir un niveau de motivation. C'est cognitivement plus demandant et c'est donc cognitivement plus engageant de le faire. Que font les plus efficaces? Les peu efficaces, c'est simple, leur verbalisation serait plutôt constituée de commentaires négatifs envers eux-mêmes, parfois même de jurons. Après l'effort d'apprentissage vient finalement la troisième phase, soit celle appelée autoréflexion. Troisième phase. Cette phase-là concerne entre autres l'auto-évaluation des performances et l'adaptation des stratégies qu'on a utilisées pendant la phase précédente, donc le jeu en tant que tel. Durant la deuxième phase, le pendant, on a vu le processus d'auto-supervision, donc le fait de porter attention dans son jeu à l'action qu'on fait pendant le jeu, donc finalement d'évaluer comment on est en train de jouer en temps réel. En faisant ceci, on se trouve aussi à récolter des informations sur notre jeu et, après avoir joué, c'est justement le ménage en quelque sorte de toutes ces informations-là qu'on fait pendant le processus d'auto-évaluation. On finit de jouer quelque chose situé entre une ou deux notes et un programme de concert complet et on réfléchit à ce qu'on vient de produire pour formuler une auto-évaluation, donc un commentaire qu'on se donne à soi-même. Si votre réaction est un bon gros juron ou encore un tonitruant youpi crié à plein poumon, on parle alors plus d'une réaction émotive que d'une auto-évaluation. Et je vous rappelle qu'on va reprendre les trois phases dans le prochain épisode pour parler de ce côté émotif de l'apprentissage, justement. Mais là, pour revenir à l'auto-évaluation, ça peut être un résumé de ce qu'on a constaté durant le jeu. Mais
j'aimerais suggérer que l'auto-évaluation porte plutôt sur l'élément le plus important qu'on a remarqué. Donc, un exercice de priorisation plutôt qu'une longue liste de toutes les erreurs qu'on a remarquées. Cette priorisation va être importante puisqu'elle va se refléter dans la formulation des objectifs qui vont découler de notre auto-évaluation, donc le retour vers le avant. Cette vision-là de l'évaluation en général, mais pas juste l'auto-évaluation, j'y crois fermement. Donc, le fait de trouver ce qui est le plus important. Dans son excellent livre Intelligent Music Teaching, le chercheur Robert Duke, je vous ai parlé de ses recherches à quelques reprises déjà, soulignait que les grands pédagogues en musique et les grands et les grandes pédagogues savent identifier ce qui donnera les meilleures avancées à l'élève maintenant, à court terme. Avec mes étudiants en pédagogie, j'appelle ça trouver l'objectif d'aujourd'hui. De la même façon qu'une grande pédagogue, par exemple, devrait trouver ce qui va procurer la plus grande avancée pour son élève maintenant, on devrait, dans notre auto-évaluation, être en mesure de se dire « Bon, j'ai remarqué 3 petits problèmes dans le jeu, mais c'est définitivement le 3e qui mérite mon attention aujourd'hui. » Éventuellement, les autres problèmes deviendront chacun leur tour le problème principal à résoudre et ce sera parce qu'on aura réglé des problèmes plus importants auparavant qu'on va y arriver. En plus de cette étape qu'on pourrait qualifier de diagnostic, lors de l'auto-évaluation, un musicien ou une musicienne efficace va comparer les résultats obtenus à un modèle préétabli, donc les nombreuses écoutes qu'il ou elle auront fait de la pièce, mais aussi la planification des objectifs détaillés qui avaient été faits auparavant. Aussi, un apprenant efficace préférerait comparer les résultats observés avec ceux qu'il a obtenus antérieurement. Et c'est là la grosse différence avec les apprenants moins efficaces, donc sans chercher à se comparer aux autres. Je n'ai jamais vu un coureur gagner une course en courant à reculons pour s'assurer de continuer de voir ses opposants. Un pilote de Formule 1 qui passe son temps à regarder sur le côté va éventuellement mourir dans un mur. Une joueuse de tennis qui passe son match à regarder le score des autres matchs en train d'être joués en même temps va être rapidement de retour à son hôtel, éliminé du tournoi. Et finalement, un animateur de podcast incapable d'arrêter de chercher des métaphores finit par perdre l'attention de son auditoire. Donc, les musiciens et les musiciennes efficaces se préoccupent de leur personne. Dans ce cas, la seule personne à vaincre, entre guillemets, aujourd'hui, c'est le musicien ou la musicienne qu'on était hier. Musicien et musicienne d'hier à aujourd'hui. En terminant, pour le sujet de l'auto-évaluation, son efficacité serait directement liée à la qualité de la planification des objectifs et de l'autosupervision, ainsi qu'à la précision du modèle sonore que le musicien ou la musicienne s'est formé en analysant la partition et ou en écoutant plusieurs versions de la pièce, non seulement, mais aussi sa connaissance du style ou du compositeur. Très facile, finalement, de s'auto-évaluer quand on a une planification claire et qu'on a beaucoup écouté de musique. On s'est immergé dans le genre artistique qu'on est en train d'essayer de jouer. Le dernier processus cognitif dont je vous parle aujourd'hui est assez crucial puisqu'il fait la liaison entre la 3e phase et le retour à la première, et c'est le processus d'adaptation des stratégies. C'est ici qu'on a le choix entre les criquets ou une réelle réflexion. Le musicien ou la musicienne efficace doit être en mesure d'adapter ses stratégies en fonction des résultats observés et de l'objectif défini. Et on a ici une autre preuve du pouvoir de la planification puisque la précision des objectifs formulés vient nourrir l'autosupervision pendant le jeu, ce qui donne une auto-évaluation précise, ce qui au final rend l'adaptation plus facile puisque tout est déjà en place. On peut revenir vers un objectif précédent qui était plus facile ou on peut légèrement modifier l'objectif défini si jamais l'exécution n'était pas à notre goût. En ayant une planification détaillée, on s'adapte en naviguant dans une série de choix
de décisions pré-réfléchies, entre guillemets, plutôt que de devoir imaginer ou créer une solution chaque fois. Il est possible que cette adaptation nécessite quelques essais, donc elle nécessite quelques cycles et par conséquent quelques erreurs. Mais s'il vous plaît, si vous améliorez beaucoup votre façon de réfléchir pendant que vous travaillez, je vous donne la permission complète d'arrêter de vous préoccuper de ce que je vous mentionnais dans les épisodes précédents concernant les erreurs. Quand on réfléchit beaucoup, on n'accumule pas d'erreurs bêtes. On fait des expériences, on apprend et on corrige le tir, et ceci rend logiquement impossible le fait d'avoir répété plus d'erreurs que de réussites au final dans notre pratique. J'ai d'ailleurs prévu un épisode que j'ai intitulé pour l'instant « La mémoire motrice 2 » pour discuter de nouveaux résultats de recherche vraiment intéressants sur l'apprentissage moteur qui vont venir bonifier ce que je vous ai dit dans les épisodes précédents sur la mémoire motrice et qui vont aussi préciser ce que je suis en train de vous dire actuellement. Donc, en terminant, l'adaptation de la troisième phase vient cimenter le lien avec la première, puisque l'adaptation des stratégies se trouve à être, par le fait même, le choix des stratégies de la première phase, et on recommence pour un autre cycle, soit un autre essai. Les appellations première et troisième phase, ou encore avant et après, ne sont vraies que pour le premier essai, puisque dès que le processus de répétition est enclenché, le après devient en quelque sorte le avant. Et on se trouve donc avec un processus qui ressemble plus à action-réflexion, action-réflexion et ainsi de suite. J'ai beaucoup axé mes exemples dans cet épisode sur les répétitions à l'intérieur d'une séance de travail, mais je vous ai aussi dit dans le dernier épisode que l'autorégulation existe à plusieurs niveaux. J'avoue être un peu beaucoup vendu au concept puisque ça faisait partie du sujet de ma thèse doctorale et ça fait aussi partie de mes projets de recherche à venir. Et donc, par exemple, j'essaie, pour moi-même, de planifier le déroulement de mes projets de la façon la plus détaillée possible et chaque vendredi, avant le dîner, pourquoi vous mentionnez ceci? Eh bien, parce que c'est que je tiens à ce que ma révision hebdomadaire soit placée à un endroit précis de mon agenda et que je ne la bouge pas trop. Donc, chaque vendredi, avant le dîner, je révise ce que j'ai fait dans la semaine et je planifie mes objectifs pour la semaine suivante. Et chaque dernier vendredi du mois, encore une fois planifié dans mon agenda, je révise la planification de mon année que j'avais faite et j'évalue quels projets sont à jour, en retard, quels projets prennent moins de temps que prévu et quels nouveaux projets je pourrais ajouter, etc. Donc oui, j'essaie moi-même d'être le plus autorégulé possible quand je prends ma guitare pour répéter, mais par mon exemple, avec mes autres projets, je voulais juste vous donner un exemple d'application des mêmes processus cognitifs dans une perspective à plus long terme et en dehors de la musique. Une perspective à long terme, donc avec des révisions hebdomadaire et mensuel, qui fonctionnera aussi bien avec l'apprentissage de plusieurs pièces que pour mon exemple avec plusieurs projets de recherche et d'écriture. C'est ce qui conclut cet épisode sur les processus cognitifs liés à l'autorégulation des apprentissages, donc comment les musiciens ou musiciennes efficaces réfléchissent et agissent. Et dans le prochain épisode, on va explorer le côté plus émotionnel de cette même efficacité, donc tout ce qui concerne la motivation et les réactions. Si vous avez des questions ou des suggestions à me faire, je vous invite à m'écrire via ma page Facebook Le Musicien Stratégique ou encore directement à mon courriel musicienstratégique sans accent @gmail.com. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour discuter de l'autre face de la même pièce de monnaie qu'est l'autorégulation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les croyances motivationnelles, donc les émotions des apprenants et des apprenantes efficaces. Je termine en disant, avec beaucoup d'émotion encore, comme d'habitude, un gros merci à mon ami Jean-Sébastien Potvin de Vonti Productions pour la post-production du balado. Je vous dis bon travail et prenez soin de vous.